Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours sur les transformations nucléaires. Nucléaire ça vient de noyau, alors on va pas parler du noyau des cerises, parce qu'il y a un noyau dans les cerises, mais c'est pas de ça dont il s'agit. On va pas parler du noyau de la Terre, il y a un noyau dans la Terre. On va pas parler non plus du noyau des cellules, il y a un noyau dans les cellules. Là, on va parler du noyau des atomes. Tout ce qu'on va raconter se base sur le symbole des atomes que l'on a vu, la X à Z, où A désigne le nombre de protons et neutrons, et Z désigne le nombre de protons. Alors, exemple, si on vous écrit un atome C614, on comprend que C c'est du carbone, hein, Z égale 6, ça veut dire qu'il y a 6 protons, et 14 protons et neutrons, ça veut dire 14 moins 6, 8 neutrons. Ça c'est des choses qu'on a déjà vues. Et donc, on va parler du noyau des atomes. En fait, ce symbole décrit pas les atomes, décrit seulement les protons et les neutrons, donc les particules qui sont dans le noyau des atomes. Et donc on va parler, c'est pour ça qu'on va parler de transformation nucléaire avec ces symboles-là, parce que ces symboles suffisent à décrire le noyau des atomes. Donc à partir de maintenant, ces symboles ne décrivent pas l'atome entier, mais seulement le noyau avec les protons et les neutrons. Alors, on verra des atomes qui ont le même nombre de protons, ici C612 et C614, ce sont deux noyaux qui ont 6 protons, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons, puisque le nombre total protons et neutrons n'est pas le même. Donc il y a un petit mot pour décrire des atomes comme ça, c'est un adjectif qui est forcément au pluriel, parce que ça désigne deux noyaux d'atomes. Ce sont des isotopes. Et il y a des noyaux d'atomes qui n'ont pas le même nombre de protons, mais qui ont le même nombre de neutrons. Donc par exemple, C612 et C7 et N713, ce sont des noyaux qui ont 12-6, 6 neutrons dans le cas du carbone, ou 13-7, 6 neutrons dans le cas de l'atome N, qui s'appelle l'azote. Donc ils ont le même nombre de neutrons, mais pas le même nombre de protons. Alors à partir du moment où ils n'ont pas le même nombre de protons, on dit qu'ils ne sont pas du même élément chimique, c'est pour ça qu'on n'utilise pas la même lettre pour les désigner. Tous les noyaux qui auront 6 protons, on les appellera des carbones, quel que soit le nombre de neutrons. Et tous les noyaux qui ont 7 protons, on les appelle azote, quel que soit le nombre de neutrons, c'est le nombre de protons qui fixe le nom de l'élément chimique, le nom du noyau. Alors on va utiliser le même symbole X à Z pour désigner les particules qu'on trouve dans le noyau des atomes. Un neutron, on va utiliser la lettre petit n. Alors attention, si on utilise la lettre grand M, c'est qu'on parle d'un élément chimique. Chaque fois qu'on parle d'un élément chimique, on utilise une lettre majuscule. Pour les particules qui sont dans ces noyaux, on utilisera des lettres minuscules. Donc le neutron, c'est un petit n. Et donc le nombre de protons qu'on écrit en bas, eh ben, c'est 0, il n'y a pas de protons dans un neutron. Et le nombre de protons et neutrons qu'on écrit en haut, ben, un neutron, c'est un neutron. Donc il y a quand même un proton-neutron qui est un neutron. L'électron, il n'y a pas de protons et neutrons dans l'électron, donc le nombre du haut, c'est un 0. Et pour le nombre de protons, on écrit -1. Alors ça, c'est bizarre, c'est parce qu'en fait, Z désigne pas que le nombre de protons, ça désigne en fait le nombre de charges électriques. Et un électron, ça a une charge négative égale à l'opposé de la charge du proton. Donc c'est pour ça qu'on dirait qu'un électron, ça a une charge -1. Et un proton, on utilise la lettre petit p, alors il ne faut pas écrire un grand P ça désignerait un noyau de phosphore, donc petit p pour le proton. Et bien c'est un proton-neutron, le nombre du haut, et un proton pour le nombre du bas. Alors à quoi ça sert de connaître tout ça? Là, dans notre chapitre, c'est surtout une introduction, c'est juste pour vous dire qu'il existe des transformations de matière où les noyaux se transforment. En chimie, c'est pas possible, on a dit que les atomes étaient conservés, ça veut dire que les noyaux d'atomes étaient conservés. Mais il existe des transformations où les noyaux d'atomes changent. Alors on va voir quelques exemples cette année, mais c'est surtout l'année prochaine et les années suivantes où vous verrez, vous étudierez d'autres transformations nucléaires. Donc par exemple, dans les centrales nucléaires, on les appelle nucléaires parce que ça se passe au niveau du noyau des atomes, il y a un noyau d'uranium, donc un gros noyau. Alors je dis un gros noyau, on parle quand même de petites particules. Les noyaux, dans les atomes, c'est tout petit par rapport à l'atome. Et les atomes, c'est
petit par rapport aux molécules, et les molécules, c'est petit par rapport au noyau des cellules, et les noyaux des cellules, c'est petit par rapport à nous. Donc là, on est en train de parler d'objets qui sont très petits. Donc même si je dis qu'on parle d'un gros atome d'uranium, ça reste un tout petit objet. Donc un gros atome, un gros noyau d'uranium avec 92 protons et 235 protons et neutrons en tout, c'est-à-dire 143 neutrons. S'il capte un neutron, alors il y a des objets, des cailloux dans la nature qui envoient quelques neutrons, c'est très rare, mais ça existe. Donc si on met un caillou comme ça qui envoie des neutrons dans la nature à côté d'un noyau d'uranium, eh bien ce noyau d'uranium va absorber le neutron, se transformer en un noyau plus gros, et après il va se couper en deux. Et donc on dit qu'il fissionne, il se coupe en deux, et cette transformation nucléaire libère beaucoup d'énergie. Et c'est ça qu'on utilise dans les centrales nucléaires pour faire chauffer de l'eau. Et l'eau qui chauffe permet de faire tourner des turbines et après de fabriquer de l'électricité. Mais quand on voit une centrale nucléaire avec des grands panaches de fumée comme sur la photo, en fait, c'est pas que il y a de la fumée toxique qui se dégage. Ces transformations-là ne dégagent pas de gaz toxique. Les grands panaches de fumée, c'est juste qu'on a chauffé de l'eau avec cette énergie, et donc c'est de la vapeur d'eau. Par contre, les noyaux qui sont produits, là, le Ba, le noyau barium et le noyau krypton, ce sont des noyaux radioactifs. Et ça, c'est ça qui est dangereux dans les centrales nucléaires. Alors, pour écrire l'équation de cette transformation, eh ben, on écrira que un neutron plus un noyau d'uranium donne un noyau de krypton, un noyau de barium et 3 neutrons. Et à chaque fois qu'on écrit une équation de transformation nucléaire, il faut vérifier qu'il y a toujours le même nombre de protons au début et à la fin et le même nombre de neutrons à la fin. Donc on écrira que avant la réaction, le nombre total de protons et neutrons, le nombre total de nucléons, c'est 1 plus 235, c'est-à-dire 236. Et après, le nombre total de nucléons, eh ben on additionne tous les nombres du haut, 92 pour le krypton, 141 pour le barium, et comme il y a 3 neutrons, ben encore plus 3 fois 1, et ça fait 236 aussi, on doit avoir le même nombre de nucléons au début et à la fin. Et pareil pour le nombre de charges, au départ, ben, il y a 0 plus 92 charges quand on regarde dans le neutron et dans le noyau d'uranium, et à l'arrivée, avec les noyaux de krypton, barium et les 3 neutrons, il y a 36 plus 56 plus 3 fois 0, 3 fois 0 parce que le neutron c'est 0 charge, ça fait aussi 92 charges. Voilà les règles à respecter quand on écrit des transformations nucléaires, conserver le nombre total de nucléons et conserver le nombre total de charges. Alors un autre exemple de transformation nucléaire, ce qui se passe dans le Soleil. Dans l'espace au début de l'univers, il y avait des noyaux d'atomes très simples, des noyaux avec un seul proton ou un proton, un neutron, des noyaux d'hydrogène. Et quand ces noyaux se collent ensemble pour former des étoiles, ils se collent tellement près qu'ils peuvent fusionner. Fusionner, ça veut dire qu'ils vont se coller ensemble pour faire des noyaux plus gros. Et donc, dans le Soleil, il peut se passer la transformation qu'on voit là. Et cette transformation libère aussi énormément d'énergie. C'est ce qui fait que le Soleil libère de l'énergie dans l'espace sous forme de lumière. Mais cette énergie, elle vient bien de quelque part. Et ben, elle vient de la fusion de deux petits noyaux pour en faire un noyau un peu plus gros. Alors, comment on écrit l'équation de cette transformation nucléaire? Donc, on ira que le noyau H13, alors c'est un noyau d'hydrogène, Z égale 1, un seul proton, donc ça s'appelle de l'hydrogène, mais un proton avec deux neutrons, donc 3 particules en tout dans le noyau, H13, peut fusionner avec un hydrogène H12, donc hydrogène, il n'y a forcément qu'un seul proton, et un autre neutron, donc 2 particules en tout dans le noyau, pour former un noyau à 2 protons, donc du coup ça s'appelle plus de l'hydrogène, ça s'appelle de l'hélium, avec 2 neutrons. Donc en tout, une particule He24. Et il y a encore un neutron qui est produit. Voilà, et donc ce processus raconte que des petits noyaux peuvent devenir plus gros. Et c'est comme ça qu'on explique la formation de tous les atomes, en tout cas tout le noyau d'atomes qui sont sur Terre et partout dans l'univers, à partir de noyaux petits, quand ils fusionnent au cœur des étoiles, ça forme des noyaux de plus en plus gros et de temps en temps les étoiles explosent et
ensemence l'univers avec tous les noyaux qui ont été produits, et quand ces noyaux se recondensent pour faire des planètes, ben, ça peut donner la Terre, par exemple. Voilà, alors vous ne savez pas tout sur les transformations nucléaires, mais vous avez l'introduction qui est prévue par le programme de seconde. Vous en apprendrez bien plus par la suite, et donc je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.